Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, Thiès a abrité du 2 au 3 octobre, du 2 au 3 novembre, la 22e édition du Forum islamique pour la paix. Diverses sommités ont répondu à l'appel de l'initiateur Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Plus de détails dans cette édition. Le président de l'Union pour une nouvelle république, Mamadou Lamine Massali, a fait face à la presse hier pour donner son point de vue par rapport à l'actualité politique. Il a encore pilonné le chef du gouvernement, en l'occurrence Ousmane Sonko. Les habitants de la cité Djobas étaient dans la rue ce matin pour fustiger les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Selon eux, le promoteur n'a pas respecté les clauses établies lors de l'obtention des parcelles à titre d'habitat. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, la cérémonie d'ouverture de la 22e édition du Forum islamique pour la paix s'est tenue ce samedi dans la cité d'Iraï à l'initiative de son président, Cheikh Ahmed Saloum Dieng. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs délégations diplomatiques, des autorités politiques, et administratives, ainsi que des représentants des foyers religieux. Hier, c'était la cérémonie de clôture de la 22e édition. Notre reporter Moussa Mbaye a recueilli la déclaration finale de cette rencontre. Face à la crise d'autorité et des valeurs, le Forum islamique pour la paix exhorte et encourage les autorités étatiques et les pouvoirs publics à organiser les états généraux des valeurs comme ce fut le cas pour les états généraux du transport et les assises de la justice. Deuxième recommandation, en cette période de campagne électorale pour les législatives, l'espace politique est émaillé de quelques scènes de violence. Ainsi, le Forum islamique pour la paix souligne avec un regret ces actes de violence et appelle les acteurs politiques de tous bords à œuvrer dans le sens de pacifier la scène politique et d'éviter les langages, actes et comportements de violence. Troisième recommandation, le Forum islamique pour la paix invite les pouvoirs publics, les acteurs politiques, les parents, les leaders d'opinion à puiser dans les enseignements et les valeurs religieuses pour asseoir et consolider les valeurs de paix, de solidarité et du vivre ensemble. Quatrième recommandation, le Forum islamique pour la paix invite les acteurs politiques de tous bords, les leaders d'opinion, de ne ménager aucun effort pour la consolidation de la paix sociale, d'éviter tout acte, parole, attitude, comportement qui pourrait générer de la violence ou compromettre la stabilité du pays. Cinquième recommandation, le Forum islamique pour la paix réitère et renouvelle son soutien sans réserve au peuple palestinien et particulièrement aux populations de Gaza qui depuis plusieurs mois souffrent le martyre avec ville assiégée, bombardée, détruite, vivant sous les décombres avec un blocus sans précédent et jamais connu ailleurs. Septième recommandation, face au phénomène persistant de l'immigration clandestine, avec des dizaines voire centaines de jeunes qui meurent en mer, noyés et perdus dans les océans, le Forum islamique pour la paix se dit conscient des difficultés que vivent
les jeunes, face à la crise d'autorité. Et voilà, c'était la déclaration finale de cette rencontre. Vous avez noté que la situation au Moyen-Orient était au menu de ces activités, idem pour l'émigration irrégulière. Et à présent, parlons politique dans cette édition avec le président le président du parti Union pour une nouvelle République, UNR. Mamadou Lamine Massaly a fait face à la presse en fin de week-end à Thiès en marge de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées. Mamadou Lamine Massaly a dressé un tableau sombre relativement à la gestion du régime actuel ainsi que la situation de crise qui sévit de jour en jour. Mamadou Lamine Massaly est le président de l'UNR et ses propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegei et Ousmane Diallo. Le Sénégal vit des heures très graves depuis l'arrivée de ce régime d'incompétents et de revanchards dont l'incapacité manifeste est désormais constatée par tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Depuis 7 mois, l'économie est à genoux, les chantiers arrêtés, les jeunes par milliers versés dans l'horreur du chômage, la diplomatie et l'espoir, la diplomatie chahutée et l'espoir anéanti. Le 24 mars dernier, les Sénégalais avaient un espoir placé sur un président de la République qui, depuis ce mur, dans un silence manifeste, sur un Premier ministre qui passe tout son temps à régler des comptes plutôt qu'à œuvrer pour ses concitoyens. Après avoir fui pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, Ousmane Sonko passe tout son temps dans les rues à menacer, intimider et raconter des contes vérités. Sa dernière en date concerne un soi-disant compte bancaire d'un dignitaire du précédent régime où seraient logés 1000 milliards. C'est un propos puéril et grave pour un chef de gouvernement. Mais c'est surtout la preuve que cet homme ne prend pas la mesure des responsabilités qui l'incombent. Il est impossible de loger 1000 milliards dans un compte bancaire. Même la plus grande banque du Sénégal n'a pas cette somme en dépôt. Mieux, le gouvernement passe sa vie à emprunter sur les marchés des eurobonds et de l'UEMOA depuis le 2 avril. Mais avant-hier, il annonçait avoir levé 181 milliards d'eurobonds. Mais comment emprunter 181 milliards à un taux de 6% alors qu'on a par devers soi 1000 milliards? Ce qui reflète du pur mensonge. Le Sénégal... Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Et je vous le disais en titre, les habitants de la cité Diobass étaient dans la rue ce matin pour fustiger les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Selon eux, le promoteur de cette localité située sur la route de Mbour, dans la commune de Noto Diobass, n'a pas respecté les clauses établies lors de l'obtention des parcelles à titre d'habitat. Ainsi, il compte mener le combat jusqu'au bout. Le porte-parole du jour, Abdoulaye Dieng, donne plus de détails. Je vous propose de le suivre au micro de Binta Diallo et Doudou Dieye. Je suis résident à la cité Diobass et je suis là aujourd'hui pour vous faire part de notre désagrément avec EFT lié à la circulation de l'eau. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui est très difficile. EFT veut nous imposer Aquatec. La question elle est très simple, nous ne voulons pas d'Aquatec. Un point, un trait. Aujourd'hui, par exemple, il y a également beaucoup de problèmes qui ont surgi. Aquatec a été la goutte qui a fait déborder la vase. Comme l'a dit nos grands frères, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de problèmes ici à la cité.
Et tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que Aquatech dégage. Un point, un trait. Je pense que c'est tout ce que nous avons à dire aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Je suis résident à la cité Diobas et je suis là aujourd'hui. Capitale sénégalaise Dakar, où l'ouverture ce lundi de la deuxième rencontre de haut niveau des parties prenantes engagées dans la gestion des ressources en eau transfrontalière en Afrique. Après Kampala en Ouganda, le réseau africain des organisations de bassin se réunit du 4 au 5 novembre au Sénégal pour discuter d'un engagement commun à la formulation de la vision africaine de l'eau post-2025. Nyokhor Ndour, le secrétaire général de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, revient sur l'importance de cette rencontre. Je vous propose de le suivre. Nous avons tous constaté, et comme vous le savez, actuellement ce qui est prôné entre aller de l'avant et pousser. Nous avons tous constaté, et comme vous le savez, actuellement ce qui est prôné en termes de gestion, c'est avoir une approche holistique, c'est-à-dire la gestion intégrée des ressources en eau et la coopération autour des eaux transfrontières. Donc, c'est ce qui fait même l'essence du réseau africain d'organismes de bassin. Donc, nous avons invité l'ensemble des organismes de bassin, mais également les communautés économiques régionales, ainsi que d'autres partenaires pour renforcer et mutualiser pour aller de l'avant en termes de gestion des ressources en eau. Kampala a été sanctionné à travers une déclaration, une grande déclaration, et c'est le suivi qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les points que j'ai énumérés tout à l'heure, notamment la vision post-africaine 2025 dont nous allons contribuer, mais également la stratégie décennale, tous ces points, c'est des points importants pour la gestion des ressources transfrontalières au niveau africain. Et l'idée aujourd'hui, c'est encore s'engager davantage avec une forte déclaration pour aller de l'avant et pousser tous ces engagements qu'on a eu à faire dans le passé. Je rappelle que lors du Forum mondial de l'eau qu'on a organisé à Dakar, le 9e Forum mondial de l'eau, et également le Forum mondial de l'eau de cette année qu'on a eu à Bali, les bassins ont eu à, disons les organes de bassin ont eu à également faire une déclaration. Et cette déclaration également sera révisitée pour voir comment nous allons aller de l'avant. Et maintenant, place sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 4 novembre. Politique, le président du mouvement Thiès Thiakanam, Pape Doumbouya, a officiellement annoncé son soutien au parti PASTEF pour les législatives du 17 novembre prochain, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, le président du mouvement Thiès Thiakanam a officiellement annoncé sa décision de soutenir le parti l'alarme faune. L'actualité nationale, le président du mouvement Thiès Thiakanam a officiellement annoncé sa décision de soutenir le parti PASTEF, Pape Doumbouya, d'y mesurer hautement les enjeux de ces échéances et les conséquences désastreuses d'une cohabitation qui ne ferait pas plonger notre pays dans une situation d'instabilité, de blocage et de fragilisation des institutions, a-t-il laissé entendre. C'est conscient d'un tel risque que j'ai décidé de soutenir la liste de PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce choix décisif découle d'une lecture féconde, lucide et profonde d'un nouveau contexte politique. Je suis d'avis que les Sénégalais ne doivent pas cracher sur leur choix historique du 24 mars. La victoire du PASTEF est selon lui inéluctable. 17 novembre ne sera
que la confirmation du 24 mars dernier, a-t-il renchéri. Parlons autre chose. Dans un effort déterminé pour lutter contre l'insécurité sur toutes ses formes, une opération de sécurisation d'envergure a été lancée dans la nuit du 2 au 3 novembre 2024, orchestrée par le service régional de sécurité publique de Dakar. Selon nos informations, cette initiative a mobilisé 256 agents de sécurité et 36 véhicules, faisant de cette opération l'une des plus significatives de ces derniers mois. Durant cette nuit de vigilance, les forces de l'ordre ont interpellé un total de 235 individus, révélant l'ampleur de la problématique sécuritaire dans la capitale. Parmi les personnes arrêtées, 144 ont été contrôlées pour vérification d'identité, tandis que d'autres ont été appréhendées pour divers délits tels que l'ivresse publique manifeste. 43 personnes, la nécessité d'enquête dont 17 personnes, ou encore le vagabondage concernant 5 personnes. Cette opération témoigne de l'engagement des autorités dans la lutte contre la criminalité à Dakar. Terminons avec ces 12 jours après le départ de Differ au Sénégal. Un groupe de 160 à 180 personnes est porté disparu en mer. L'alarme faune une ligne d'urgence dédiée aux migrants, signalant que ces passagers n'ont plus donné de nouvelles depuis leur embarcation. Cette tragédie survient dans un contexte où les routes migratoires en direction de l'Europe, souvent surveillées par des régimes de frontières externalisés, exposent des milliers de personnes à des périls mortels. C'était tout pour cette actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener ce lundi au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par le pays de Toumaï. Le Tchad menace de se retirer de la force multinationale mixte formée de 5 pays et chargée de lutter contre les groupes djihadistes dans la région du lac Tchad. Dans un communiqué publié hier dimanche 3 novembre 2024, la présidence tchadienne dénonce une absence de mutualisation des efforts après l'attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de militaires le 27 octobre dernier. Ce communiqué intervient alors que le président Mahamat Idriss Déby Itno se trouve sur place depuis une semaine, mis en scène comme chef de guerre coordonnant l'opération appelée Haskanit, lancée suite à la mort d'une quarantaine de militaires tchadiens dans une attaque djihadiste. Il a promis de traquer les assaillants jusque dans leur dernier retranchement. Quittons le pays de Toumaï pour le Moyen-Orient, 40 jours après le début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et l'armée israélienne le 23 septembre et plus d'un mois après le lancement de l'offensive terrestre contre le Liban. Les deux belligérants semblent toujours dans une logique de guerre jusqu'au boutiste. Lors d'une tournée près de la frontière avec le Liban le 3 novembre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé le Hezbollah de riposte ferme et a réclamé son retrait jusqu'au nord du fleuve Litani à 30 km de la frontière. Le parti chiite a pour sa part publié une vidéo d'une installation souterraine de missiles balistiques avec le slogan « Nous ne baisserons pas les armes ». Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. 2 membres des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont été tués dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération antiterroriste dans le sud-est du pays, a rapporté ce lundi 4 novembre l'agence de presse officielle IRNA. Un hélicoptère ultra léger des forces terrestres des gardiens de la révolution a eu un accident alors qu'il menait des opérations de combat dans la zone frontalière du sud-est, a indiqué IRNA. Parmi les 2 morts figure un général, a précisé l'agence. L'accident s'est produit dans la province du Sistan-Baluchistan, l'une des régions les plus pauvres d'Iran, frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, en proie à l'instabilité.
bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le Jaraaf a répondu à la victoire de Teungueth FC qui s'était imposé samedi face à Dakar Sacré-Cœur 3-0 en décrochant sa deuxième victoire de la saison. Le club de la Médina a battu la Linguère ce dimanche, comptant la troisième journée avec un score de 3-1, ce qui le place en deuxième position avec 7 points et une différence de +3, juste derrière Teungueth FC, leader avec 7 points et une différence de +4. Parlons autre chose, la troisième journée de Ligue 2 s'est clôturée ce dimanche 3 novembre avec la nette victoire du promu AS Kaffrine face à Amitié FC 4-0 et celle du Stade de Mbour contre la Renaissance sportive de Yoff 3-1. Grâce à ce succès, AS Kaffrine et le Stade de Mbour s'installent en tête du classement avec 7 points chacun. Et pour terminer, le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, a exprimé ses inquiétudes lors de l'Assemblée générale d'information concernant l'organisation de la fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 à Dakar, prévu du 22 au 24 novembre au Dakar Arena. Il a averti que le Sénégal pourrait subir des sanctions de la FIBA si cet engagement n'était pas respecté. Si on n'organise pas la fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket masculin à la date prévue et à Dakar Arena, le Sénégal risque d'être sanctionné par la FIBA, a déclaré Maître Ndiaye. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive, le Jaraaf a répondu à la victoire. Merci donc à vous, Ibrahima Sarr, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 4 novembre 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Merci donc à vous, Khadija Silla, pour la réalisation de cette édition. Elle était assistée de Koumba Sissé et de Aladji Sen. Et merci donc aussi à Dani qui était aux opérations à la caméra. Merci aussi à l'équipe de Prestige FM, Mohamed Hakim Sarr, Moustapha Kama, Lom Kama et Kara. Gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.